c'est, comme on dit, donner des grands repères sur l'investissement en LMNP pour qu'on puisse ensuite reprendre ça entre nous, avec votre comptable ou avec moi, dans un autre contexte, hein. Mais c'est un petit peu ça qui a motivé la programmation de ce webinaire. Bon, moi, je suis Vincent Bureau, je travaille à Serre France depuis bien longtemps et je m'occupe du développement. Je suis conseiller, comptable de formation et je m'occupe du développement à Serre France. Donc, quand on nous sollicite, j'interviens ou c'est les responsables d'agence ou les conseillers, ça dépend. Mais en général, je suis présent la plupart du temps. Serre France, bon, certains auditeurs sont adhérents de Serre France, d'autres ne le sont pas. Juste pour préciser que effectivement l'investissement, la thématique du webinaire sur le LMNP concerne en fait l'accompagnement à 360 qu'on propose à nos adhérents, hein. Puisque à Serre France, il n'y a pas que de la comptabilité, il y a du conseil généraliste, du conseil juridique, du conseil de création. Donc là, on est en soi dans un projet de création ou peut-être un micro-projet, mais qui a quand même toute son importance, on va voir. Et aussi, on accompagne les adhérents dans les domaines sociaux, notamment l'édition de bulletins de paye et déclarations sociales. Et aussi, un point qui est assez particulier chez nous, c'est l'accompagnement marketing ou digital. En clair, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, si vous voulez créer un gîte ou une offre, un meublé pour des fins touristiques, bon, bah, vous aurez peut-être besoin de créer un site, vous aurez peut-être besoin de créer des supports numériques, un support de présentation. Et donc, Serre France, sachez que Serre France a tout à fait la compétence pour intervenir par rapport à ça, hein, ce qui est rare dans un cabinet comptable, et notamment avec Alessia qui m'accompagne par rapport à la présentation du webinaire. Voilà. Donc, Serre France, on est dans l'accompagnement général en complément de la comptabilité. On intervient juste pour les gens qui ne nous connaissent pas, on intervient sur l'Isère. Là, je suis en Isère, mais sachez que, et c'est pour ça qu'on communique comme ça depuis quelques temps, sachez que Serre France Isère et le Serre France Drôme Vaucluse vont fusionner à partir du 1er octobre 2023. Pour les adhérents, on en parlera de nombreuses fois prochainement, mais pour nous, ce qui nous relie aujourd'hui, ben, c'est que cette communication, on l'a fait à la fois aux adhérents de l'Isère, de la Drôme et du Vaucluse. Voilà. Donc, ceci étant dit, l'investissement locatif, en fait, ça concerne tous les investissements qu'on peut engager en complément de son projet professionnel, hein, pour lequel on a son métier et en complément aussi de ces revenus classiques, soit de gérant d'entreprise, soit d'entrepreneur individuel, soit de salarié, hein. L'investissement locatif est destiné à complémenter ces revenus ou du moins à engager une démarche destinée à générer des revenus supplémentaires à son activité proprement dit. Et quand on engage un projet d'investissement en investissement locatif, comme dans tout projet, on doit parcourir, et c'est ce qui fera notre plan en fait, 5 étapes. D'abord, pourquoi investir dans l'investissement immobilier? Quel est son marché? Alors là, on y reviendra. Dans tout projet, on doit quand même, et c'est ce qui nous rassemble souvent, établir la question de la prévision, prévisionnelle économique. Même pour un petit projet, il y a besoin de mettre des chiffres sur un tableau. Et en quatrième étape, repérer le cadre fiscal et réglementaire de l'activité, hein, avec un point aussi, cinquième, alors que je l'ai mis parce qu'en mode projet, on doit s'arrêter sur ces étapes. Les aides pour l'investissement immobilier, il n'y en a pas trop, mais pour autant, ça peut se trouver, hein. Voilà. Donc, moi, je vais parcourir les 5 étapes liées à l'élaboration d'un projet LMNP. La première chose, alors encore une fois, comme le disait Alessia, n'hésitez pas à nous
à vous faire connaître. Si vous avez des questions complémentaires, hein, on les prendra à la fin, mais aussi n'hésitez pas au fur et à mesure s'il y en a, hein. Alors, la première étape, c'est investir dans l'immobilier. Pourquoi? J'ai identifié quatre, thématiques qui justifient l'investissement immobilier. D'abord, le premier, c'est identifier pourquoi on le fait, hein. Pourquoi suis-je amené à m'intéresser à l'investissement immobilier? Donc, c'est mes revenus complémentaires, pour aussi diversifier son patrimoine dans un but de céder, parce qu'un bien immobilier se cède, ou une affaire, hein, même un LMNP peut se céder. Et aussi, j'ai peut-être des opportunités familiales ou dans mon entourage qui font que je suis amené à acquérir un bien et pour lequel bah, je m'interroge et je me dis bah, finalement pourquoi pas le destiner à un investissement immobilier dans un but de rapport à terme de manière autonome et au début sans doute avec un financement bancaire. Donc ça, c'est effectivement, il faut être assez clair sur les objectifs qui justifient cette démarche. La deuxième chose, c'est, comme dans toute chose, c'est bien connaître son marché local, on y reviendra tout à l'heure, pour justement repérer ben, son offre, puisque l'investissement immobilier nécessite effectivement souvent des travaux, ne serait-ce que pour organiser son logement qu'on va proposer, en neuf ou en ancien, mais j'ai besoin de connaître mon marché pour que j'adapte effectivement ma prestation au marché, hein. Euh, il faut aussi se dire pourquoi investir dans l'immobilier, c'est pour quelquefois reconvertir, comme je le disais tout à l'heure, peut-être j'ai des opportunités d'acquisition, soit par donation, soit en fonds propres ou en fonds ou en investissement. Et eh bien, je dois réfléchir ma destination de ce bien. Bon, est-ce que je rénove des bâtiments, notamment pour les agriculteurs, des bâtiments agricoles? Est-ce que je dois acheter acheter ancien pour rénover, hein? Ou construire complètement? Ça arrive qu'on soit sollicité pour, notamment en montagne, des constructions, notamment dans le Vercors, on a eu pas mal de sollicitations là-dessus, ou d'acquérir un logement neuf sur plan ou qui est en réhabilitation, hein. Donc là aussi, avec des niveaux de volume en euros et d'investissement différents. Et on remarque dans tous les cas, et c'est vrai pour l'étude de marché notamment, l'importance de l'emplacement, hein, ou l'importance toujours de l'offre par rapport enfin, l'importance oui, de l'offre par rapport au bien et dans le cadre, dans le contexte d'implantation où je suis. Donc ça, c'est la première partie, c'est une réflexion sur soi-même et sur l'immobilier. Il y a une deuxième partie, c'est connaître son marché. Alors là, j'ai listé un petit peu les types de biens, neufs ou anciens, avec ou sans rénovation. Je peux positionner un investissement en résidence avec des services, hein, une résidence d'affaires, résidence avec ses services, notamment pour les étudiants ou les seniors. Résidence d'affaires, c'est par exemple dans un parc d'affaires, ben, il y a des logements qui sont destinés aux employés ou aux entrepreneurs qui fréquentent ce centre d'affaires. Donc, quelquefois, ils restent 3, 4 jours sur le site ou à côté du site. Donc, il y a peut-être des opportunités aussi pour investir dans ces résidences d'affaires. Il y a les résidences de tourisme qui est assez présente chez nous, hein. Il faut savoir que on a à peu près un contact sur 7, hein, donc 15% de personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier aujourd'hui. Donc c'est pour ça du reste qu'on a décidé de positionner ce webinaire, hein, et notamment dans le domaine du tourisme, hein. Voilà, donc des gîtes, ou des appartements en ville ou dans des petites villes pour les touristes ou des gens qui travaillent sur le secteur, hein. Donc ça, c'est différents types de biens qu'il faut repérer. On vous encourage à faire une étude de marché. Alors c'est un grand mot, mais qui est nécessaire. C'est pour repérer autour de vous ben, vos concurrents, hein, les offres analogues, ce qui se fait, ce qui n'est pas fait, quelles sont les évolutions réglementaires ou quelles sont les évolutions du secteur qui peuvent arriver, hein. Donc, de sorte que vous puissiez justifier
le type de prestation que vous allez proposer, hein. Et on vous encourage à consulter, puisqu'on les connaît, trois effectivement partenaires. D'abord, le département, qui est très bien pourvu, qui a un service qui s'appelle Isère Attractivité, c'est toute la division tourisme du département. Et pour l'avoir consulté, n'hésitez pas à vous entretenir avec des conseillers enfin, avec des salariés du département de l'Isère Attractivité pour faire part de votre projet immobilier, notamment si vous vous orientez vers du tourisme, hein, ou de l'affaire. Il y a aussi un incontournable, c'est si vous êtes en tourisme rural, ben, le relais départemental des Gîtes de France. Il faut savoir que Serre France est partenaire de ce relais. Donc là aussi, n'hésitez pas à les consulter, hein, comme nous, eux aussi nous consultent pour les aspects fiscaux et sociaux. N'hésitez pas à consulter aussi le service tourisme de votre communauté de communes. C'est lié aussi à l'organisation départementale. Il faut savoir que l'Isère est un département attractif et avec des vraies stratégies départementales qui sont en place. Donc là aussi, faut consulter pour repérer ce qu'il en est, pour arriver à positionner à la fois votre bien et ce que vous allez présenter. La troisième étape, c'est dans toute chose, c'est établir un prévisionnel économique, hein. Le prévisionnel économique de son projet, c'est au départ identifier mes besoins d'argent. Ben, les besoins, c'est l'investir dans l'immobilier, c'est l'acquisition, les travaux, les frais de notaire, les frais d'études, les bureaux d'études, les architectes, hein, ça c'est mes besoins. Un fonds de trésorerie aussi pour démarrer. Et puis mes ressources, bah, c'est mon apport, mon prêt bancaire et quelquefois peut-être quelques subventions légères, mais il faut repérer, comme dans tout projet, il faut repérer votre plan de financement initial. Il est important aussi de mesurer, notamment la première année, comment ça va se goupiller en termes de trésorerie, hein. Que vous ayez des échanges avec vos financeurs sur à la fois ce que vous allez proposer et ce que vous allez récupérer comme recette pour arriver à une notion essentielle, c'est repérer son besoin de chiffre d'affaires pour faire face à ses engagements, hein. Et très souvent, moi j'élabore des prévisionnels économiques dans le domaine immobilier, et très souvent, on tombe sur un niveau de chiffre d'affaires que, par exemple, admettons 20 000 euros, 50 000 euros ou 15 000 euros, hein. Ce niveau de chiffre d'affaires, c'est là où on fait le lien entre l'étape 3, qui est établir le prévisionnel, et l'étape 2, qui est l'étude de marché. Il doit être partagé avec la vision de marché que vous allez proposer, hein. Si vous avez besoin de 24 000 euros de chiffre d'affaires et que vous vous orientez sur un gîte rural en zone rurale, eh bien, il y aura discordance parce que vous n'arriverez pas à faire vos 24 000 euros de chiffre d'affaires. Il faudra peut-être orienter votre projet sur non pas une cible tourisme, mais plutôt une cible plus élargie, par exemple affaires ou des gens qui sont en formation sur votre territoire et qui ont besoin de se loger en séjour court. Donc, du coup, votre offre, en fonction de votre besoin de chiffre d'affaires, vous allez peut-être bouger votre offre, voire même bouger vos plans pour justement adapter l'enjeu financier avec votre offre. C'est là où, effectivement, c'est très important de faire le lien entre l'étape 2 et l'étape 3. Je continue, hein, comme le disait Alessia, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez au fur et à mesure, hein. L'étape 4, alors, dans l'étape 3, il faut faire parler ces chiffres. Alors, on a besoin d'un autofinancement, pourquoi pas, mais il faut surtout prévoir un apport ou bien un effort d'épargne. L'effort d'épargne, ça se trouve, vous n'arriverez pas à financer à 100% votre bien immobilier. Vous aurez besoin de faire appel à votre épargne personnelle ou pour compenser cette insuffisance. Par exemple, si votre besoin, tout à l'heure, je prenais les 24 000, vous avez un besoin de chiffre d'affaires de 24 000, puis il se trouve que vous pouvez que pourvoir par le bien, mettons, à 15 000, bon, ben, vous aurez un effort d'épargne, vous serez amené à rajouter des fonds pour financer
ou complémenter cette insuffisance de financement par le bien en lui-même, hein. Vous aurez besoin de vous avez une nécessité de simuler l'investissement dans la durée, hein. Il faut intégrer tous les flux financiers, donc il faut bien penser à l'ensemble des dépenses, y compris les aspects fiscaux, on va en parler. Il faut prévoir le renouvellement, l'entretien, hein, et prévoir aussi, et on en reviendra tout à l'heure, sur l'évolution de sa fiscalité qui peut bouger dans les années à venir, puisque l'investissement immobilier se positionne sur du moyen terme, même du long terme, alors que sa fiscalité, c'est souvent du court terme, hein. Comme je le disais, il faut identifier son effort d'épargne, hein. Voilà, ben, ça se trouve, il y aura des bonnes années, ça ira très bien, mais j'aurai des années où ça sera peut-être plus difficile au départ, ou admettons, ou un scénario, ben, admettons que je n'arrive pas à faire face à mon besoin de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est par son épargne ou qu'on pourvoit ou par ses revenus actuels. Donc, voilà aussi, on peut avoir des situations où la période est compliquée et il faut être prêt à repérer un petit peu ce qui va se passer, hein. Et connaître ces chiffres, c'est aussi se dire, ben, bon, on parle là aujourd'hui sur l'investissement immobilier, mais il n'y a pas que l'investissement immobilier, hein. Ben, ça se trouve, ces sommes que vous voulez mobiliser pour investir, pour préparer votre retraite ou avoir des revenus supplémentaires, eh ben, il ne faut peut-être pas que vous les orientez vers l'immobilier, hein, plutôt l'orienter sur, j'en sais rien, un portefeuille boursier ou une assurance ou autre chose, ou l'investir dans son affaire actuelle pour en tirer des profits ultérieurs, si vous voulez. Donc, avec cet aspect prévisionnel, on en vient à arbitrer à la fois l'offre, ma contribution personnelle, voire même à se dire, ben, finalement, je ne le fais pas, hein, pour différentes raisons, hein. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est une étape technique, hein, qui consiste à se poser des questions autour de son régime fiscal, l'aspect cotisation sociale, contribution sociale, hein. Il y a des questions de TVA et l'immatriculation proprement dit. Alors, en faisant court, au niveau de l'investissement immobilier, il y a deux types de locations pour deux fiscalités différentes. La première, c'est si vous êtes ce qui est en vert, si vous êtes en location nue, vous achetez un appartement ou une maison que vous louez en nu, dans ce cas-là, vous relevez des revenus fonciers, hein, avec le revenu foncier classique, hein, et un revenu foncier qu'on appelle le Pinel, que je vais détailler tout à l'heure avec un système d'amortissement sous certaines conditions. Ça, c'est vous louez en nu, c'est ce qui est en vert, et ce qui est en orange, c'est les LMNP, hein, puisque c'est une activité commerciale, hein, c'est une prestation de service qui soit qui correspond à une activité non professionnelle, donc loueur en meublé non professionnel, tant que votre chiffre d'affaires est en dessous de 23 000 euros ou ne représente pas plus de 50% des revenus de votre ménage, hein. C'est-à-dire que tant que ces deux critères ne sont pas atteints, vous relevez de la catégorie des non-professionnels, hein. Ce qui a beaucoup d'incidence sur notamment la fiscalité et aussi le côté revente, hein. Et donc, vous aurez besoin d'identifier ces deux catégories. Soit vous relevez du LMNP, activité non professionnelle, soit vous relevez d'une situation qui est assez exceptionnelle. Vous êtes loueur de meublé professionnel qui s'applique si vos revenus, si vos loyers, c'est les recettes, sont supérieurs à 23 000 euros et le et est important, et représente plus de 50% des revenus de votre ménage, hein. Donc ça arrive notamment qu'on dépasse, bon, ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, on sort du cas du LMNP pour être quasiment professionnel, un peu comme dans l'hôtellerie, hein. Alors, je vois qu'il est déjà 24, je vais un petit peu traiter les quatre sujets. Le premier, c'est la location nue, hein. Donc, c'est dans la location nue, vous avez deux régimes fiscaux qu'il faudra. Là, c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est de poser le cadre aujourd'hui. Soit vous relevez du micro-foncier. Dans ce cas-là, votre revenu imposable, c'est 30%
c'est 70% des recettes, soit vous relevez du réel foncier. Dans ce cas-là, votre revenu imposable, c'est vos recettes moins les frais de l'année, hein, sachant que dans les locations nues, la notion d'amortissement n'existe pas. Hein. Seuls les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration sont déductibles. Ne sont pas déductibles les travaux d'agrandissement et de construction. Alors que dans un LMNP, eh bien, les travaux d'agrandissement et de construction sont déductibles au titre de l'amortissement. Hein. Voilà. Et si on a un déficit, on peut avoir un déficit foncier, il est déductible sous certaines conditions dans la limite de 10 000 euros par an, 10 700 euros par an. Donc ça, c'est le premier cas, vous êtes en location nue. Le deuxième cas, bon, c'est ce qu'on appelle le Pinel, c'est un système de location nue qui est un petit peu, qui permet en plus qui permet, pardon, de bénéficier d'un amortissement qui est égal bon, ça dépend du nombre d'années que vous le louez. La déduction s'échelonne de 10 à 21%, hein, du capital investi en titre de l'amortissement. Hein. Mais pour bénéficier de ce dispositif, il faut que le logement soit loué avec des conditions de revenus et de loyer pour les locataires et aussi dans un zonage particulier. Hein. Et aussi, il doit répondre à des normes particulières, notamment la nouvelle norme depuis 2023. Donc ça, c'est une variante du dispositif foncier nu. Hein. C'est le Pinel, on en entend, on le voit passer, c'est un système qui est éligible à condition que, bien sûr, toutes les conditions soient applicables. Hein. Donc ça, dans l'étude d'impact, on repère si votre bien est éligible au Pinel. Donc là, nous sommes dans la première partie sur les locations en revenus fonciers. La deuxième partie, effectivement, c'est si vous êtes en location meublée, il y a un régime unique qui s'appelle, donc c'est un régime, la location meublée, ça s'applique aux meublés classiques, aux résidences hôtelières, aux résidences médicalisées, aux résidences de tourisme, aux chambres d'hôtes et aux gîtes ruraux. Donc, toute personne qui a ces activités est considérée comme un loueur en meublé, alors professionnel ou non professionnel, ça c'est une variante, mais vous êtes toujours loueur en meublé, et tant que votre chiffre d'affaires, et ce qui est le cas en général, est en dessous de 77 600, eh bien vous avez le choix entre deux régimes. Soit vous relevez du micro-BIC, auquel cas votre revenu imposable c'est 50% ou 71% si vous êtes en meublé de tourisme ou chambre d'hôte du chiffre d'affaires, hein, soit vous optez pour le réel d'imposition. Dans ce cas-là, votre revenu imposable, c'est vos recettes, moins les frais, moins les amortissements du bien. Et l'avantage du meublé par rapport à la location nue, c'est que vos investissements, votre agrandissement dont je parlais tout à l'heure, est amortissable sur 25 à 30 ans, il y a des règles fiscales. Et si effectivement votre revenu net des amortissements est inférieur à 50% de votre chiffre d'affaires ou 29% du chiffre d'affaires, si vous êtes de meublé de tourisme, à ce moment-là, être au réel pour son activité de loueur en meublé est intéressant parce que ça vous procure un gain fiscal et social. Hein. Fiscal en termes d'impôt sur le revenu et social au niveau de la CSG-CRDS, hein, qui à partir du moment où vous êtes imposable, donc c'est au minimum 30% de gains qui se calculent sur le revenu, plus bas que le revenu déterminé selon le micro. Hein. Votre revenu imposable selon le réel est en général plus faible que le revenu qui est déterminé selon le micro. Et donc ça nous fait un gain et ça nous fait un delta. Et ce gain-là, eh bien, est valorisé à peu près à 30% en gain d'impôt et de CSG-CRDS. Donc là, on a besoin, bien sûr, de simuler, hein, mais c'est le grand avantage fiscal de la location meublée, ce qui permet d'amortir. Hein. Si vous êtes en location meublée,
il y a la question de savoir si vous avez des charges sociales. Alors, tant que votre chiffre d'affaires est en dessous de 23 000 euros, ce qui est déjà pas mal, vous n'avez pas de cotisation sociale, excepté la CSG-CRDS, hein, qui est applicable sur votre revenu net. Et si votre recettes sont supérieures à 23 000 euros, effectivement, vous rentrez dans le système des cotisations sociales avec plusieurs régimes possibles qui s'appliquent, hein. Par contre, si vous avez des cotisations sociales, vous n'avez pas la CSG, CRDS, elles sont comprises dans les cotisations sociales qu'on vous appliquera. Bref, on a besoin, là aussi, dans l'étude d'impact et dans le projet, de simuler, hein, en fonction, là aussi, tout est cohérent, c'est en fonction de votre besoin de chiffre d'affaires. On repérera si vous avez un besoin de chiffre d'affaires supérieur ou en dessous de 23 000 euros, et avec, effectivement, exploration de l'incidence fiscale, être au micro ou au réel, et sociale, être ou pas, être ou pas soumis aux charges sociales au niveau de votre LMNP. Donc ça, c'est effectivement un point essentiel qui fait l'objet de l'étude d'impact. Deux questions complémentaires. Certaines activités, notamment, enfin, habituellement, les locations de logements meublés ou à usage d'habitation sont exonérées de TVA. Par contre, si notamment pour les résidences seniors ou les résidences étudiantes, voire certaines chambres d'hôtes, si vous mettez des activités de location, si vous associez à ces activités de location des prestations para-hôtelières, eh bien vos activités sont soumises à la TVA, hein. Soumis à la TVA potentiellement, avec possibilité de ne pas y être si vous êtes en dessous des seuils, mais potentiellement, vous êtes soumis à la TVA. Donc, il faudra là aussi, dans l'étude d'impact, repérer le type de bien que vous avez pour vous alerter sur l'affiliation ou pas à la TVA de votre activité. Un petit point sur l'immatriculation, hein, dans l'aspect fiscal, social et réglementaire. Depuis le 1er janvier, pour s'immatriculer, on ne passe plus par le centre de formalité des entreprises, ni par le greffe du tribunal de commerce, mais par un guichet unique qui est géré par l'INPI, hein. C'est le guichet c'est le portail unique qui centralise toute immatriculation d'entreprise depuis le 1er janvier 2023, hein. Donc là aussi, faudra, dans la démarche d'immatriculation de votre LMNP, hein, qui doivent être immatriculés pour avoir un numéro de SIRET, eh bien, vous aurez à faire cette démarche auprès de l'INPI ou que nous, on la fasse pour vous auprès de l'INPI, hein. Voilà, l'étape 4, c'est le contexte fiscal, social et réglementaire. Donc, fiscal avec un choix au réel ou au micro, avec une incidence fiscale et sociale non négligeable, un point de vigilance sur les charges sociales, et pour ceux qui sont en revenu foncier classique, eh bien, soit vous relevez du micro-foncier, hein, soit vous relevez du réel foncier. Donc, tous ces points-là, on les traite ensemble quand on regarde les études d'impact. La cinquième partie, c'est se dire, est-ce que je n'ai pas besoin dans mon projet d'investissement LMNP de solliciter des aides? Alors, j'ai mis comme ça, bon, parce qu'il faut y penser. Alors, l'activité concerne le domaine patrimonial, donc en fait, les aides éventuelles se situeraient au niveau de l'investissement. Donc il peut arriver que, notamment auprès du tourisme, auprès des résidences touristiques, qu'il y ait des dispositifs d'aide ou de subventions ponctuelles qui existent. Là aussi, bon, il y a différentes sources, mais je vous conseille de vous rapprocher de votre communauté de communes pour repérer le service tourisme et repérer ce qu'il y a comme aide possible. Vous avez aussi un site qui s'appelle MaPrimeBrénov, qui permet aussi de bénéficier de repérer l'éligibilité de vos travaux que vous faites même à des fins de location aux primes rénov'. Là aussi, il faut que vous fassiez une lecture de votre projet
pour repérer si vous êtes éligible, hein. Et donc, enfin, vous regarderez MaPrimeRénov', c'est un site qui est bien fait et qui explique effectivement, qui fait un diagnostic d'éligibilité et propose des situations pour bénéficier d'aides ou de dispositifs fiscaux ou économiques qui sont liés à ça, hein. Voilà, le point, les 5 points, hein, c'est d'abord ma décision d'investir. Deuxièmement, c'est son marché. Et souvent, on remarque il y a des déceptions au niveau de son marché, c'est-à-dire que les besoins de chiffre d'affaires sont souvent supérieurs à ce qu'on pense, hein. Donc, avec un point de vigilance par rapport à ça. La troisième point, c'est une analyse fiscale, sociale, une analyse économique, le troisième point. Puis après une analyse fiscale, sociale et réglementaire, et une lecture des aides possibles, hein. Sachant qu'il y a 3 points de vigilance, c'est repérer si effectivement je dois contribuer en plus pour faire face à mes engagements de mon projet locatif. On a besoin de simuler le projet, donc ça, c'est notre job avec vous, hein. Et aussi, alors, c'est aussi notre job vous aurez, en LMNP, c'est une activité commerciale, donc vous aurez besoin de tenir une comptabilité. Si vous êtes au réel, ben, c'est une comptabilité de gestion, hein, enfin fiscalisée. Si vous êtes en micro, c'est plutôt une comptabilité de gestion simplifiée, hein, que vous pouvez faire vous-même, mais vous avez des obligations déclaratives fiscales et comptables supérieures au cas où vous êtes en revenu foncier, hein. Avec, par contre, la réglementation qui prévoit des aides, une réduction fiscale pour frais de comptabilité qui est éligible aux personnes qui entreprennent en nom propre, en entreprise individuelle, pour leur investissement locatif. C'est pas éligible pour l'aide à la frais de comptabilité n'est pas éligible pour les gens qui entreprennent sous la forme d'une société, hein. Voilà. Donc, il faut penser à tout et effectivement, notamment la compta qui arrive à un moment donné. On n'est pas souvent, c'est la compta, elle arrive peut-être au bout d'un an ou un an et demi après que tout soit mis en place, ce qui est normal. On n'a pas besoin, tant que les travaux, tant que le bien n'est pas en service, il ne faut pas tenir de comptabilité. C'est à partir du moment où on s'immatricule qu'on crée d'abord les bases d'amortissement, comme un investissement professionnel, qu'on peut ensuite amortir. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le compte bancaire tout de suite, hein. Et nous, notre job avec vous, c'est de se rencontrer pour déjà découvrir votre projet et répondre à vos questions et simuler, hein, puisque c'est l'importance de la simulation de son projet dans toutes ses dimensions qui est nécessaire à établir, hein. Voilà à peu près les grandes étapes de l'investissement dans le domaine de l'investissement LMNP. Est-ce que, Alicia, tu as des questions? Allô? Oui, là, il n'y en a pas pour l'instant. N'hésitez pas à cliquer sur lever la main pour poser vos questions et à désactiver, enfin, réactiver votre micro, pardon. Moi, j'ai une question par rapport à un meublé que j'ai actuellement et je voudrais transformer en location de tourisme, donc plutôt louer à la semaine, par exemple. Est-ce qu'on est dans le même Oui, régime du coup fiscal? oui, vous êtes en meublé. Vous avez quel type de meublé? Donc c'est un LMNP et je suis au réel. Vous êtes LMNP au réel. Alors, vous voulez alors, donc, du coup, si vous voulez le transformer en résidence de tourisme, c'est Ah ça? bah, actuellement, il est loué donc à l'année et mon locataire Oui? partirait donc d'ici 2-3 mois. Et dans l'idée, j'aimerais bien le louer effectivement plutôt à la semaine ou à la nuitée, Non. enfin quelque chose un peu plus Alors, rentable. si vous êtes au réel, donc Oui. effectivement, alors pour l'assistance, passer en meublé de tourisme, ça permet alors faut que vous soyez agréé, faut qu'il y ait un agrément par un tiers, notamment c'est Atout France, hein, Mhm. qui fait ça, ou les gîtes ruraux, hein, qui donne un agrément et qui permet, bon, de bénéficier d'un abattement non pas de 50% si vous êtes au micro, mais un abattement de 71%.
à condition que quand même que l'offre l'offre de location soit sur une courte durée, hein. Vous ne pouvez pas faire du location à l'année Bien sûr. en meublé de tourisme. Mais ceci étant fait, si vous êtes au réel, en fait, ça n'a pas de conséquence puisque vous êtes déjà au réel avec déjà l'amortissement. D'accord. Donc, vous n'aurez pas un amortissement supplémentaire puisque déjà, vous avez en place un amortissement. D'accord. Par contre, si pour X raison, le réel est moins intéressant parce que vous êtes en fin d'amortissement ou parce que, je ne sais pas, vous avez acheté un autre bien, enfin bref, Mhm. du coup, peut-être, vous avez avantage à revenir au micro, hein, et à ce moment-là, donc dans ce cas-là, vous reviendrez au micro avec 50% d'abattement, et donc là, par contre, si vous passez en meublé de tourisme, vous pouvez retrouver un abattement de 71%. Vous voyez D'accord. ce que je veux dire? D'accord. Donc, en soi, faut vraiment s'interroger. Faut vraiment se dire pourquoi si vous êtes au réel, mais par contre, si vous êtes en micro, effectivement, c'est à envisager, oui. D'accord, mais c'est pas compliqué au niveau fiscal, c'est pas compliqué de rester dans le même Non, régime. non, mais vous restez toujours dans le régime des LMNP. D'accord. Et Tant- tout à l'heure, vous parliez du déficit foncier qui était limité à 10 700 € par an. oui, C'est pour l'ensemble des biens, c'est j'en ai 3, c'est pour les 3 ou c'est par oui, appartement? Pour les 3. oui. Un déficit foncier qui est imputable sur le revenu global. D'accord, d'accord. Mm. OK, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vous alerte sur un point, enfin, je l'ai redit, mais pour moi, c'est vraiment un point très important. C'est vraiment, c'est ce qui pêche souvent, c'est repérer son offre, hein. Je fais un bien, j'investis dans l'immobilier locatif. Pourquoi faire? Repérez bien les pratiques de location autour de chez vous. Euh, bon, il y a des prix hauts, il y a des prix bas. Vous, comment vous allez vous positionner? Quelquefois, il y a des conflits d'intérêts entre un prix haut, mais finalement, vous n'arriverez peut-être pas à louer tout le temps. Un prix plus bas, ben, ça vous fera peut-être plus de locations, mais moins de chiffre d'affaires au total. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et souvent, dans les projets, c'est le plus dur, hein, c'est cette organisation et ce repérage de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est un point de vigilance. Et puis le deuxième point, c'est sachez que les options fiscales qu'on fait, on peut les modifier dans la durée de vie du bien, hein. On peut changer, bah, comme dit Madame, on peut passer du micro au réel ou du réel au micro. On a tout à fait la possibilité, selon la réglementation, comme on dit, de modifier ces options. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas est-ce qu'il y a deux, trois personnes Oui, qui sont qui ont des projets, par exemple. je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si, je vous entends très bien. Oui, bonjour, je vous appelais, c'est plutôt pour ma mère en fait qui souhaiterait investir. Donc je suis le webinaire un peu pour lui reporter un petit peu les infos que vous avez données et je vous remercie, c'était assez intéressant. Moi, ça concernerait un investissement en résidence de tourisme, c'était son souhait. Oui, Et en fait, on parle beaucoup des avantages, etc., mais on parle peu des risques. Est-ce que vous oui. pouvez nous dire un peu voilà, qu'est-ce qu'on peut Ben, prendre la comme résidence de risque? tourisme, il faut faire Ouais, attention parce qu'en résidence de tourisme, en fait, vous êtes investisseur. Enfin, investisseur, c'est un grand mot. Oui, vous êtes quand même investisseur. Euh, et vous confiez cet investissement à un prestataire qui, lui, le loue, hein. Et donc, vous avez un bail commercial entre vous et ce prestataire, hein. Et d'accord. quelquefois, il faut veiller, si vous voulez, et ça arrive, hein, il y a des cas, on a même des dossiers où il y a défaillance du prestataire, hein. Et en clair, bon, ben, on vous a dit, bah oui, vous louerez, j'en sais rien, hein, vous avez, enfin, vous louerez tant de semaines à l'année. Et puis, bah, il y a défaillance. Du coup, les conditions du bail ne se réunissent pas. Et du coup, bah, vous êtes en situation de fragilité, hein. Et ça, il faut bien faire attention sur la santé du prestataire, sur ce qu'il vous propose, sur son antériorité.
Après, c'est dur de savoir parce qu'en l'occurrence, quand on passe par une agence immobilière qui fait lien avec le prestataire, souvent on n'a aucune idée de la santé et de la façon dont est gérée la résidence, surtout si c'est pas dans une Oui, commune proche de où on habite. Donc, enfin, moi, ça me paraissait un peu hasardeux de partir comme ça à oui. l'aventure sans. Et donc, voilà, c'était ma réflexion, quoi. Bah, déjà, enfin, aller sur place. Enfin, moi, à titre personnel, je prendrais ma voiture, nous, ou alors aller voir les voisins, enfin les gens, enfin essayer de repérer des gens qui ont la même. Alors vous allez me dire, les voisins, c'est pas, ils sont locataires, ils sont pas propriétaires, mais Mm. ouais, faut enquêter un petit peu. Il y a des sites où il y a des échanges là-dessus, hein, et puis il y a des affaires ça se repère aussi sur le net, ça, hein. Il y a des Ok, affaires avec des points ou des situations analogues qui font que vous pouvez vous exposer de la même manière. Enfin, oui, je suis d'accord. Euh, c'est un point, c'est un point délicat. Oui. ok. Merci en tout cas. En tout cas, oui, pour l'ensemble, Alessia vous fera passer le support, hein. Voilà. Et on a également enregistré le webinaire, comme ça vous pourrez, enfin, pour les personnes qui n'étaient pas là également. Et puis, si besoin, vous pourrez le revoir en replay du coup. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pas de main levée. On vous donnera dans tous les cas le contact de Vincent Bureau, son mail Oui, et son numéro. Et juste, ok. OK. Bon, donc nous sommes à peu près, nous étions 17, c'est ça? Mmh. Si je comprends, hein. Bon, en tout cas, bon, la promesse, c'était de parcourir l'ensemble en 40 minutes, en restant très général, je l'entends, hein. Ça fait partie aussi de ce qu'on veut engager pour reprendre ça en général en entretien, hein, avec votre comptable, moi-même ou d'autres à Serre France. Je vois qu'il y a Karen là qui s'est connectée et Karen qui est comptable conseil sur Échirol, elle pourra tout à fait aussi vous recevoir là-dessus, hein. Voilà, comme Sylvie aussi, que je salue, Sylvie Bouvier, à Saint-Joire. Bon, en tout cas, je vous salue en vous remerciant 1000 fois. Et puis, on se tient informé par rapport à vos projets pour les gens qui nous sollicitent, hein. Voilà. Merci à vous. Merci Merci, bien. bonne journée. Merci, bonne journée. Au Au revoir. revoir.